Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Les Sentiers du Possible. Je suis Alexandra Ridou, coach certifiée et fondatrice de Randose, pour t'accompagner à cheminer vers une vie pleine de sens et d'impact. Chaque lundi, je te partage mes réflexions et outils pour t'aider à atteindre les sommets de ton épanouissement. Et les mercredis, je te laisse découvrir une interview inspirante d'invités qui vivent la vie qui leur correspond vraiment. Ah, et j'ai oublié, je t'invite à écouter chaque épisode en marchant. Les neurosciences l'ont démontré, marcher te permet de prendre plus de recul, de développer ta créativité et ainsi prendre les meilleures décisions pour vivre la vie qui te fait vibrer. Salut Simon, comment tu vas? Salut Alexandra, ça va super. Très content d'être à ton micro pour pouvoir parler de tout ça. Yes, on va parler de sens aujourd'hui, d'entrepreneuriat, ça va être trop cool. Alors déjà pour commencer, Simon Band, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui tu es, que fais-tu? Qui je suis? Ce que j'aime bien dire, c'est de partir d'un problème. À chaque fois qu'on me présentait, c'est qu'est-ce qui limite le plus la croissance d'un entrepreneur ou de son entreprise? Je dis tout le temps, c'est lui-même. Lui-même dans le sens de, moi, je me suis du coup spécialisé, je suis coach, et je me suis spécialisé dans le dépassement des blocages mentaux des entrepreneurs pour pouvoir libérer justement la croissance à la fois de lui-même, mais de son entreprise. Donc voilà, je suis un coach qui accompagne les entrepreneurs, coachs et thérapeutes à développer leur activité. Si tu veux, je peux aller un peu plus dans le détail aussi de ce que je fais derrière, je sais pas. Comme tu veux, si tu sens dans le flow, vas-y. Ok. Ce que je peux dire, par exemple, c'est que je les aide à reprogrammer leur mental pour surmonter les problèmes comme la procrastination, l'éparpillement, tout ce qui vient en stratégie d'évitement, par exemple, à aussi travailler leur propre vision du succès entrepreneurial au lieu de suivre ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, etc. De renforcer les fondations de leur entreprise, donc par exemple la cible, l'offre, le positionnement, tout ce qui est vraiment des bases que si jamais tu l'as pas assez travaillé, en fait de faire une stratégie de développement après, ça fonctionne pas. Je les aide aussi à harmoniser leur stratégie avec leurs valeurs, avec qui ils sont, pour pas que l'entrepreneuriat soit une souffrance, mais plutôt un épanouissement. Je les aide aussi à surmonter le syndrome de l'imposteur, qui est bien connu dans l'entrepreneuriat, et donc à renforcer leur confiance en eux pour passer à l'action massivement et atteindre les résultats qu'ils souhaitent. Et si je résume un peu ce que j'apporte, c'est vraiment l'aspect alignement plus mindset plus action égale impact et liberté. Oh, cool. C'est passionnant et j'adore tous ces sujets mindset. On va en parler juste après. Déjà, pour commencer, moi j'aime bien commencer toujours avec un peu la même question. Aujourd'hui, est-ce que tu dirais que ta vie fait sens? Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a répondu non dans ton podcast? Non, j'ai personne parce que en fait, j'interviewe que des gens qui, pour moi, ont une vie qui fait sens. Donc je sélectionne. C'est Mais clair. c'est vrai que je pourrais peut-être faire une interview avec quelqu'un qui n'a pas du tout de sens dans sa vie. Ça pourrait être aussi intéressant, mais globalement, non. Les gens, quand je demande une note, ils ont entre 7 et 10 7 et 10 sur 10. Ah, moi je crois que je suis à 11 sur 10. Genre je Wow, alors suis t'as exposé, tu exposes tous les records. dans le sens où je suis vraiment inspiré par ce que je fais, mais d'une manière au point de pouvoir délaisser tout le reste de ma vie. Tu vois, par exemple, avant, quand j'étais dans mon travail, enfin, je sais pas si on va y revenir peut-être après, mais avant, dans mon travail, j'avais besoin de sport à côté, de sorties, de kiffer les week-ends, etc. Là, je suis tellement épanoui dans l'entrepreneuriat que je fais que je peux négliger toutes mes autres valeurs, on va dire, parce que l'entrepreneuriat en tant que tel nourrit toutes mes valeurs à 100%. Donc, par exemple, je prends pas de vacances. Ça fait 5 ans, j'ai pris qu'une semaine de vacances. Enfin, des fois, c'est même un peu trop. Je sais qu'il faut que je lâche, mais je suis ultra dans une vie qui est remplie de sens pour moi, vraiment. C'est ultra intéressant ce que tu dis, parce que c'est une question que je me suis beaucoup posée. L'équilibre vie pro, vie perso, quand tu aimes ton job, est-ce que vraiment on a tous besoin d'avoir, entre guillemets, du temps pour soi, pour le sport, pour la vie sociale, etc. Ou est-ce que une vie tournée autour d'un job qui nous passionne vraiment peut s'autosuffire et être saine, tu vois? Ne pas se sentir épuisé, que le corps suive, que la santé suive, etc. T'en penses quoi? Hmm. Je pense qu'on peut remettre comme des espèces de catégories de choses qui nous alimentent. Par exemple, c'est pas parce qu'on respire qu'on doit négliger le fait de boire ou de manger, tu vois. Hmm. Et, euh, et j'ai envie de dire que l'entrepreneuriat, par exemple, ça me permet de respirer.
Mais il n'empêche, à des moments, j'ai besoin d'arrêter, de faire une pause pour pouvoir me nourrir, pour pouvoir boire, etc. Donc, je pense qu'il y a quand même besoin de faire des pauses pour prendre du recul, etc. Mais il y a pas à se forcer à forcément essayer de trouver d'autres sources de, de trucs qui correspondent à nos valeurs si on est déjà épanoui dans ce qu'on fait, quoi. On n'est pas obligé de kiffer tous les week-ends, ou alors on a le droit d'entreprendre le week-end aussi, quoi, vu que c'est ce qui nous Et du plaît. coup, si c'est pas indiscret, toi, t'estimes à combien d'heures par semaine le travail? Alors, travail, ça compte pour moi les formations, les scrolls sur les concurrents, les réseaux sociaux, etc. Enfin, dès que tu en tout cas un truc en lien avec le travail, d'heures de travail, ou sinon combien d'heures de repos, d'autres choses tu as besoin de faire par semaine, selon ce qui t'arrange de dire. Ce serait quoi à peu près? Euh, Moi, je dirais qu'en ce moment, j'arrive à quand même couper les week-ends, sauf quand j'ai envie vraiment. Donc, par exemple, là, j'ai une masterclass lundi, bah, du coup, je bosse ce week-end. Ah non, je vais même pas bosser ce week-end, je pars en Ardèche, je te dis une connerie. Mais quand j'ai des grosses deadlines, je bosse aussi les week-ends. Je pourrais ne pas m'arrêter et bosser jusqu'à 1 heure du matin tous les jours. Sauf que là, j'ai une vie de couple. Du coup, on s'arrête souvent vers 19-20 heures. Enfin, moi, je m'arrête à 19-20 heures et après, on part sur autre chose. Mais donc, je pourrais bosser, tu vois, depuis que je me réveille jusqu'à minuit, genre tous les jours. J'ai fait ça pendant des années. Mais par contre, ça ne veut pas dire que c'est ultra efficace ce que je fais. C'est-à-dire que je travaille, mais en termes d'efficacité, je passe pas aussi longtemps de temps sur de l'efficacité. Il y a beaucoup de choses qu'on se raconte aussi là-dedans, et c'est intéressant d'avoir un peu le regard sur qu'est-ce qui est impactant, qu'est-ce qui est efficace comme action qu'on mène et qu'est-ce qui n'est pas efficace. Ouais. C'est ultra intéressant ce que tu dis parce que je trouve ça vachement déculpabilisant, pardon. Euh, Moi, la première, il y a beaucoup de moments où dans ma vie d'entrepreneur, je travaille le week-end et je suis culpabilisée. Oh, c'est pas bien de travailler le week-end, babou. Tu devrais être coupé, être dans ta vie perso, etc. Et j'ai mis du temps à comprendre ça, et donc c'est super pour nos auditeurs que tu partages aussi ça, que finalement, si vraiment tu kiffes ce que tu fais, si ça correspond à tes valeurs, si ça te nourrit, etc., bah, il n'y a pas de souci à travailler le week-end, quoi. Si ça te nourrit plus qu'une série Netflix, bah, travaille, quoi. Et donc, merci pour ton partage de ce côté un peu, on n'est pas obligé de couper. Euh, on fait pas forcément un burn-out, je pense, parce que on travaille comme des dingues. Euh, D'ailleurs, désolée, je pense à un truc. J'ai lu un sondage, enfin plutôt une enquête là hier, justement sur les burn-out, qui disait que c'était pas le surmenage qui était la cause numéro un du burn-out, mais c'était le manque de sens additionné à du surmenage. Et je pense que c'est vraiment ça la nuance. Si jamais il y en a qui nous écoutent et qui ont peur en se disant mais je fais que travailler, est-ce que je vais finir en burn-out? Si ce que tu fais a du sens et te nourrit, non, tu finiras pas en burn-out. Exactement. Je partage ça à 100%. Moi qui ai beaucoup bossé ça parce que justement, avant, j'étais dans une boîte où je voulais qu'il y ait plus de sens au travail. Je voyais beaucoup de gens mal-être, en état de burn-out et tout ça. J'ai beaucoup potassé ça et c'est exactement le cas. C'est-à-dire que si jamais tu es inspiré par ce que tu fais, tu peux en faire un volume extraordinaire, en fait. Après, il y a d'autres choses. C'est que des fois, on peut être rattrapé par certaines peurs, par exemple, un manque financier, etc., qui va nous faire nous forcer à faire quelque chose qui, au départ, nous plaisait. Et là, on trouve plus, on ne voit plus l'inspiration dans ce qu'on faisait, même si avant ça nous plaisait, parce qu'on a trop de peur devant qui nous obstrue en fait. Et là, on peut tomber en burn-out alors qu'on faisait les mêmes actions qu'avant. Mais c'est encore une fois une question de manque de sens, tu vois. Ouais, ouais, non, c'est ultra intéressant. Et d'ailleurs, en parlant de sens, tu as toujours eu cette note de 11 sur 10 de vie pleine de sens, ou il y a eu des moments qui ont fait un peu moins de sens? Non, il y a des moments qui ont fait moins de sens. Et pourtant, je suis quelqu'un de ultra optimiste. Du coup, je vois toujours le positif dans tout, même dans les grosses galères, dans les souffrances et tout ça. Je me suis un peu construit cette croyance que la souffrance fait grandir, un petit peu comme Mike Horn et tout ça, ou plutôt le danger, enfin, de se confronter à quelque chose hors de nous-mêmes nous fait avancer. Et du coup, je vois vraiment le positif dans tout. Mais il n'empêche que dans mon ancien job, je trouve que je manquais de sens. C'est-à-dire que pourtant j'avais un super poste, hein. C'est-à-dire que j'étais toujours tiraillé entre l'aspect de je garde ma place qui me convient très bien. J'étais manager dans le spatial, je travaillais sur le projet Ariane 6 et donc j'adorais ce que je faisais, mais en même temps j'avais la notion de pas avoir assez d'impact dans la vie des gens. Et du coup, c'est dans ce sens-là que je manquais de sens. C'est-à-dire que j'étais quand même content d'aller au boulot, mais je me suis dit, purée, j'ai un potentiel à faire autre chose d'encore mieux que ça.
Et j'ai eu du mal au départ de faire la bascule d'aller sur autre chose parce que justement, j'étais encore heureux, tu vois. Mm. Donc ça, c'était un vrai cas pour moi à ce moment-là. Ouais, parce que on peut être heureux sans avoir une vie pleine de sens pour toi. Enfin, tu vois, on peut avoir ce sentiment Euh, de... je pense qu'on peut toujours retrouver du sens dans ce qu'on fait qui nous permet d'être heureux. Plutôt dans ce Ouais. sens-là. C'est-à-dire que même si on a des tâches qui sont fastidieuses ou pas intéressantes, si on se reconnecte quand même au bout du bout de ce que ça permet ou à certaines valeurs que ça vient nourrir, on peut retrouver du sens. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui sont épuisés dans leur travail, qui viennent faire des coachings, par exemple, et qui se disent, ouais, j'ai envie de changer de métier, j'en peux plus, etc. Et quand tu creuses un petit peu, ils ont juste perdu le pourquoi ils faisaient ce qu'ils faisaient. Et si tu leur permets de revoir ça, bah, ils veulent plus finalement changer de travail. Donc, je pense que c'est vraiment une question de réussir à voir le sens qu'on met derrière les choses qu'on fait. Ouais, ça me fait penser en fait à finalement comment tu sais si tu te forces à retrouver du sens dans une situation qui te convient pas vraiment, tu vois, qui est pas, je sais pas si ça te parle, cette notion de raison d'être, tu vois, qui est pas forcément ta raison d'être, ta mission de vie, ou s'il faut aller chercher ailleurs, même si tu as déjà du sens, parce que tu as réussi un peu à retourner ton cerveau pour trouver du sens dans ce que tu fais, ta raison d'être, ta mission de vie, elle est quand même ailleurs. Je sais pas si tu saisis ma question. Mhm. Tu vois, quelle est la limite? Comment savoir si tu trouves que ta vie a du sens parce que, entre guillemets, tu t'es convaincu de, tu as changé ta perception pour te convaincre de, ça fait du sens, versus, non, en fait, tu es en train de te mentir un peu à toi-même, tu es dans une sorte de cage dorée et il y a autre chose qui ferait plus de sens pour toi. Je pense que on a différentes manières d'expérimenter le pourquoi on fait ce qu'on fait. Donc, quelque chose qui nous inspire. Il y a peut-être quand on a découvert notre raison d'être, on est ultra connecté à les meilleures façons de remplir ça, d'aller à 100% dans une activité qui nous correspond. Par contre, ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir énormément de métiers qui peuvent nous correspondre à hauteur de différents pourcentages. Genre, tu peux très bien être serveur, par exemple, pour te donner un truc qui n'a rien à voir avec le coaching, et considérer qu'en fait, ça correspond quand même à 10% dans ta raison d'être. Et si tu te focalises là-dessus, ça t'aide à continuer à passer à l'action parce que tu y vois un but finalement. Mm. C'est juste la notion de ne pas mettre le regard que sur de la souffrance quand on vit quelque chose qui ne nous correspond pas, mais plutôt de dire, OK, je contribue à quelque chose qui me permet d'avoir l'énergie d'avancer, mais toujours avec cette notion de but vers lequel j'ai envie d'aller, et vers la vision que je me crée, et ça évite de tomber dans de la dépression, par exemple. Ok. Ouais, donc si je résume, c'est vraiment cette idée de qu'importe ta situation, tu peux y trouver du sens. Tu peux C'est faire ça. en sorte de retrouver du coup du bonheur et à passer à l'action et en tout cas dans ton quotidien. Mais par contre, ne perds jamais de vue un peu cette étoile qui est ta vie idéale, ta raison d'être, ta mission de vie, ce qui te motive vraiment. Et une fois que tu vis mieux ton quotidien, utilise ça comme une force pour justement avancer vers cette étoile, vers cette raison d'être, qu'importe comment on l'appelle, qui te motive un peu plus. En fait, j'ai envie d'ajouter un point là-dessus. C'est un peu, on peut décider de penser ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on a le pouvoir d'action réel de se dire, de croire en ce qu'on a envie de croire. Par exemple, si j'ai envie de changer de travail parce que ça ne me convient plus, bah, je peux faire un peu exprès de voir tout ce qui va pas pour me donner la force de me dire, OK, j'ai envie de changer de situation. À l'inverse, si j'ai besoin de ce travail et que pour l'instant, j'ai des contraintes qui font que je suis obligé de rester dedans, bah, je vais essayer de voir que le positif qui va me permettre de tenir. Et en fait, c'est à nous de décider de ça pour être heureux dans notre vie finalement. C'est pas se mentir à soi-même, mais c'est décider de souffrir ou non. Et ça se décide réellement. On a notre pouvoir d'action là-dessus. Ouais, c'est ultra puissant, je pense, le jour où justement tu prends conscience de ça, ça te permet de prendre les meilleures décisions puisque tu façonnes ton cerveau. Je crois qu'on en parlait, j'en parlais, il me semble, avec Rachel dans une interview que j'ai fait avec Rachel sur le podcast. C'était avec elle. Il y a ton cerveau. Et en vrai, il y a une petite voix supérieure, le King, tu vois, la Alexandra Queen, qui peut prendre le contrôle de ton cerveau et des manettes et de toutes les voix intérieures et décider, OK, quelle voix j'active et quelle voix je décide d'écouter. Exactement. Ce qui t'emmène vers là où tu as envie d'aller finalement. Et à Ouais. l'inverse, si jamais tu ne décides de rien, si tu ne décides pas de penser plus que ça, ben en fait, c'est la vie qui va te mettre dans ses rails à elle, en fait.
Et c'est là que tu as Mm. l'impression de passer à côté de ta vie, de subir tout ce qui se passe, etc., que tu n'as plus de contrôle. Et en fait, ça commence dans le cerveau. Après, ça se retranscrit dans les émotions, dans les comportements, dans les actions, dans les résultats, mais ça commence là-haut, quoi. Ouais. Non, le cerveau, c'est. Bah, t'es comme moi, t'es un passionné du cerveau. C'est tellement passionnant, C'est cet clair. outil. Je trouve que plus j'en découvre sur le cerveau, plus j'ai l'impression de devenir schizophrène, tu sais, et vraiment avoir, bah, comme le film Vice-Versa, 50 000 personnes dans le cerveau qui parlent. Exactement. Mais finalement, c'est aussi la puissance du cerveau, c'est le fait d'avoir toutes ces voix à l'intérieur qui nous guident soit dans le bon sens, soit dans le mauvais sens, suivant les voix, comment on les contrôle ou non. Carrément. Euh, Simon, du coup, aujourd'hui, tu accompagnes les entrepreneurs, tu accompagnes surtout sur un côté mindset. Je suis comme toi, j'adore ce côté mindset car, comme toi, je suis persuadée que globalement, la réussite d'un entrepreneur dépend plus de son mindset que des compétences techniques. Justement, toi, vu que tu accompagnes beaucoup d'entrepreneurs, c'est quoi, selon toi, les qualités, les caractéristiques qui font qu'un entrepreneur marche, que son activité marche ou non? Je pense qu'il y a plusieurs points. Le premier, en fait, il y a plusieurs points qui s'entremêlent. C'est-à-dire, pour moi, ce qui fait la réussite, quoi qu'il en soit, c'est l'action de base. Donc, je vais dire quelqu'un qui est passionné par ce qu'il fait, qui est inspiré par ce qu'il fait, parce qu'on en parle depuis tout à l'heure, va forcément plus passer à l'action et du coup va avoir des résultats. Plus que quelqu'un qui n'est pas inspiré, qui se force. Ça va pas durer à long terme. C'est pour ça qu'on dit c'est mieux d'être passionné par ce qu'on fait et de faire un truc qui est aligné, parce qu'en fait, on va juste durer plus longtemps. Et ce qui nous fait durer plus longtemps nous permet de réussir. Mais d'un autre côté, il y a un autre, une autre problématique que je vois, c'est que il y a beaucoup de gens qui peuvent être passionnés par ce qu'ils font, inspirés à fond, et ne pas réussir à passer à l'action quand même. Ou alors à passer à l'action, mais pas dans les bonnes choses. Donc, j'ai envie de remettre un peu de nuance là-dedans sur l'aspect de, il y a des entrepreneurs qui ne fonctionnent pas, souvent ne font pas les bonnes actions. Ils font les mauvaises actions, souvent par peur, par croyance limitante, etc. Donc, on revient à du mindset, forcément. Et du coup, ils sont dans des stratégies d'évitement. Et j'ai un peu décrit un concept là-dessus que je trouve hyper intéressant, c'est tomber dans le cercle vicieux du manque de résultats. C'est-à-dire que c'est un truc que je vois systématiquement avec mes clients, là, c'est l'aspect, tu manques de résultats, du coup tu doutes, du coup douter te fait te comparer, du coup te comparer fait que tu te dévalorises, du coup tu perds de l'estime, du coup tu perds de la confiance, du coup tu n'as plus assez de capacité à agir, et du coup tu tombes dans des stratégies d'évitement, procrastination, éparpillement, etc. Et donc c'est là où tu te mets à faire des actions, mais qui n'ont plus d'enjeu, qui n'ont plus de valeur ajoutée dans le développement entrepreneurial. Et en fait, c'est là où tu arrives vers de la stagnation et que tu retournes au salariat ou que tu vas à l'épuisement parce que tu te forces à passer à l'action. Il n'y a plus le sens, il n'y a plus le. Enfin, voilà. Donc, je dirais ça. Je dirais vraiment passer à l'action. Et justement, pour quelqu'un qui a cette passion, qui a cette inspiration et qui est peut-être dans une stratégie d'évitement, comment on fait pour basculer dans aller le passage à l'action? Quels seraient les conseils que tu donnerais à ces personnes qui sont plus dans l'évitement? Bah, de regarder si ce qu'ils font chaque semaine apporte des résultats. Par Ok. exemple, je vois des gens pendant 6 mois, ils créent du contenu et ils n'ont pas de clients. Et ils disent non, non, mais ça va arriver plus tard. Bah non, c'est pas normal si en 6 mois, tu n'as pas de clients, c'est que c'est pas normal. C'est qu'il y a des choses que tu fais qui sont pas les bonnes. Et ça veut pas dire que créer du contenu, c'est une mauvaise action, c'est-à-dire que c'est pas suffisant. Par exemple, il y a vraiment l'aspect de tu crées du contenu et qu'est-ce que tu fais des personnes qui viennent liker? Tu vas aller un peu plus loin et jusqu'à obtenir des clients. Il y a d'autres choses à mettre en place autour. Donc, c'est vraiment déjà d'arrêter de se mentir à soi-même en disant c'est le temps qui va faire que les choses vont changer. Ça, c'est faux. Le temps ne change rien. Il y a des gens qui arrêtent l'entrepreneuriat tous les jours. Au bout de 2 ans maintenant c'est 1 an et demi de chômage, il y en a plein qui retournent salariés en espérant que ce soit le temps, qu'ils fassent les choses, que le bouche à oreille marche, etc. Pas du tout. Ça, c'est un truc qu'on se raconte. C'est Einstein qui disait faut pas attendre des résultats différents en faisant toujours la même chose. Un truc dans Et le bah style de la voilà, citation, mais c'est exactement ça. C'est si ce c'est que tu fais exactement depuis ça. 6 mois ne marche pas, il n'y a pas de raison que ça marche au bout d'un an. Et tout Donc comme c'est moi, je le ça. vois quand certains clients me disent qu'ils veulent faire de la pub, si ça marche pas quand sans pub, il n'y a pas de raison que ça marche parce que tu payes et de la pub et que tu touches plus de personnes. Donc, Tellement, la pub, c'est un levier sur quelque chose qui fonctionne déjà. Ça n'a ouais. jamais fait fonctionner quelqu'un. Non, mais ultra, ultra intéressant. Et, euh,
Et si tu devais me partager maintenant un peu, euh, c'est quoi, toi, justement, les déblocages mindset que tu as eus par le passé et qui ont fait grandir ton activité et qui pourraient aider justement ceux qui nous écoutent, peut-être à se dire, ah ouais, ce déblocage mindset, j'en ai besoin, moi aussi, je pense comme ça ou je suis bloqué à ce niveau-là. J'en ai eu plein, j'en ai eu plein, j'en ai même parlé hier au bar justement, du côté positif. Donc ça m'a débloqué des croyances, pas des blocages mindset purs, mais sinon je peux parler de certaines peurs aussi. Par exemple, en premier, j'avais la peur de l'échec, que ça marche pas, de me lancer dans l'entrepreneuriat. Ce qui faisait que j'allais vraiment dans un comportement un peu de perfectionnisme, tu vois. De me dire, il faut que j'ai créé une formation parfaite, un accompagnement parfait, etc., sans l'avoir proposé à personne, en fait. Donc déjà, je créais un truc avant même d'avoir un client en face. Donc ça, c'était vraiment dans le mauvais sens, et j'étais poussé par le perfectionniste. Et en fait, je voyais l'échec comme étant une source de critique et de rejet, tu vois. Et pas du tout comme faisant partie du processus. Et c'est quand j'ai transformé cette perception-là, quand je me suis dit, en fait, dans le salariat, OK, l'échec, il est stigmatisé, mais dans l'entrepreneuriat, l'échec, il est valorisé, c'est ça qui te fait avancer. Ben, en fait, ça a transcendé ma vision de ce point mindset-là spécifique, et je me suis mis à échouer de plus en plus, donc de plus en plus de passage à l'action, et donc de plus en plus de réussite. Et c'est ça qui t'amène la résilience, c'est ça qui t'amène la persévérance. Enfin, ça a transformé, ça m'a fait grandir entrepreneurialement parlant, cette Et ça a notion été quoi justement d'échec. ce déclic? C'est quelqu'un, c'est une lecture, c'est qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, mais en fait, la clé, c'est d'échouer. Et ben, je me suis fait accompagner en vrai. C'est Ouais. pas histoire de... Enfin, ouais, je pense que de toute façon, tout le monde devrait être accompagné, donc je ne veux pas dire non, tu peux t'en sortir tout seul ou quoi, si je n'y crois pas. Non, je me suis fait accompagner, c'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un qui me montrait qu'à chaque fois, je butais dans le même mur, en fait. Et qu'on pouvait transformer le perfectionnisme en excellence grâce à justement la, de l'échec répété et de l'optimisation à chaque fois, en fait. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, je devais plus chercher le perfectionnisme, mais viser l'excellence. Ça a transcendé ma vision des choses et c'est là où je me suis dit qu'il fallait que j'arrête de faire la même chose et que je fasse différemment, tu vois. Quelle est la différence pour toi Parce- entre perfectionnisme et excellence? Je Bah, pense que c'est une question l'excellence, que peut-être certains c'est se posent. le perfectionnisme, c'est essayer d'atteindre un idéal qui est inatteignable. Alors que l'excellence, c'est de capitaliser sur tout ce qu'on met en place à chaque fois et d'optimiser les choses pour rendre le truc le plus beau possible, on va dire. Plus Ouais, efficace possible. Ça dépend de quoi on c'est parle. ok, c'est faire du mieux qu'on peut. C'est ça C'est l'excellence. ça. Ouais. C'est faire du mieux qu'on peut et en fait, chaque atteinte permet d'aller encore après plus loin. Et j'écoutais ça dans un podcast il n'y a pas longtemps aussi. C'est l'aspect, en fait, au lieu d'essayer de refaire un truc encore. Enfin, d'essayer une nouvelle stratégie, par exemple, c'est de refaire la même, le basique, mais de le perfectionner. C'est un peu cette histoire de Bruce Lee et tout, de connaître ton geste. Au lieu d'en faire 15 000, t'en fais un, mais tu le fais à la perfection, dans le sens où tu as travaillé sur cette excellence-là. Hmm. C'est ça que c'est un peu galvaudé, tu vois. On dit on fait ça à la perfection, mais c'est pas du perfectionnisme, c'est de l'excellence. Ouais, non, non, je vois bien la différence. Moi, j'étais la première dans mes débuts à m'éparpiller dans 1000 milliards de trucs. Alors qu'en effet, essayer une stratégie, la peaufiner et faire en sorte qu'elle marche mieux est beaucoup plus efficace qu'essayer 50 000 stratégies et s'éparpiller dans 50 000 stratégies. Donc, ça me Exactement. parle beaucoup ce que tu dis. Ça, Tu m'as dit que tu avais d'autres blocages Ouais. mindset. J'en ai encore quoi? Deux, trois, quatre. Oh Je vais là pouvoir là, tous les tu vas nous passer. gâter là. Le deuxième dont j'ai vraiment envie de parler, c'est vraiment ce côté syndrome de l'imposteur. Ouais. Cet aspect vraiment de ne pas se sentir légitime. Et d'avoir aussi peur d'être vu comme incompétent à faire ce que tu fais. Souvent, ça vient d'un manque de pratique notamment, ou d'un manque de feedback, on va dire, extérieur sur la valeur que tu peux apporter aux gens, par exemple. C'est ce qui faisait, par exemple, au début que je faisais des coachings gratuits, etc. J'osais pas demander de l'argent. J'avais vraiment du mal à ça. Et en fait, ça, c'est ultra bloquant. C'est un vrai piège dans lequel on tombe, surtout quand on est dans l'accompagnement.
Euh, Peu importe qu'on ait des diplômes ou pas, hein, je veux dire, on est vraiment en dehors de ça, c'est-à-dire que on se sent des fois comme pas à la hauteur de réussir à aider quelqu'un, des fois parce qu'on n'a pas forcément eu les résultats qu'on voudrait pour aider les gens, mais ça, il y a une vraie décorrélation à avoir, dans le sens où c'est pas parce qu'on est euh, pas aussi fort que Zidane qu'on peut pas coacher Zidane à devenir encore plus fort, on va dire. J'aime bien dire ça parce que Zidane, c'est genre le numéro un, et donc il a quand même un coach, ce qui signifie qu'on n'est pas obligé d'avoir eu les mêmes résultats que lui pour l'accompagner. Voilà, donc le syndrome de l'imposteur, ça a été un vrai blocage chez moi. Et, euh, et en fait, ouais, en fait, j'ai transcendé ça aussi. Je me suis autorisé à aller plus loin. Je me suis fait aussi accompagner là-dessus. Et, euh, et ça a été hyper libérateur. C'est quand même un syndrome qui revient constamment. C'est-à-dire que dès qu'on passe un cap, ensuite on va continuer à accompagner des gens qui sont un peu plus évolués ou dans des domaines un peu différents et on va se reconfronter à ce syndrome de l'imposteur un peu constamment. D'où la notion d'accompagnement un peu qui nous suit un peu tout le temps, quoi, tu vois. Mm. Et là-dessus, du coup, il y a une prise de conscience particulière qui t'a fait switcher? Euh, le vrai truc, ça c'est un truc que j'ai eu aussi sur la peur du regard des autres. C'est-à-dire que j'ai arrêté de mettre le focus sur moi, j'ai mis le focus sur ce que je pouvais apporter. Ouais. Dans le sens où, quand je mettais le focus sur moi, je me suis dit, les gens, ils vont me percevoir comment? Si je demande de l'argent, ils vont me voir comme un marchand de tapis. Si jamais je leur fais pas avoir un déclic dans cette séance-là, ils vont dire que je suis incompétent, etc. Et donc, j'avais le focus qui était sur moi, comme si le projecteur était orienté sur moi. Et je me suis dit, non, stop, arrête avec ça, mets le projecteur sur eux. Comment tu peux mieux les impacter? Comment tu peux être encore plus présent dans tes coachings? Comment tu peux être plus à l'écoute et saisir les bonnes choses? Et en fait, dès lors que tu mets le focus sur autre chose, bah, tu redeviens excellent. Tu reprends conscience de tes compétences, en fait. Ça va puiser dans d'autres ressources que celles de la peur. Et ça, c'est bien connu, en fait. S'il y a la peur qui vient nous nourrir, on va dire, et ben, en fait, on est dans de la réaction et on perd notre capacité de réflexion, d'action pure et de vision long terme, etc. Et donc, le but, c'était de switcher ça, en fait, de me mettre sur comment je peux impacter le monde, comment je peux m'améliorer dans ce sens-là et avancer d'échec en échec, on va dire, comme on l'a dit tout à l'heure, mais dans un bon sens. Ouais, ultra, ultra intéressant. Euh, Troisième blocage mindset. Troisième blocage mindset, c'était la peur du regard des gens directement. En fait, j'étais connu sous une certaine identité, donc j'étais manager, et de me dire que je vais devenir entrepreneur coach, je me suis dit un peu, je suis pas légitime à le faire, mais un peu, qu'est-ce que les gens vont percevoir de moi? Et donc, je n'osais pas me montrer, tu vois, par exemple sur les réseaux, ou quoi. Donc, j'avais LinkedIn j'avais des 500 abonnés sur LinkedIn, enfin 500 contacts. Et j'ai jamais mis sur LinkedIn que je suis devenu coach, tu vois. Je me suis recréé un compte à part dans mon coin en mode, bah, j'espère que je vais toucher la France, mais très loin, que les gens ne me verront pas, parce que j'avais peur de ce qu'ils allaient me dire, tu vois. Et c'est pour ça que je me suis d'abord lancé sur Internet au lieu de me lancer en physique. Et, euh, et en fait, ce que j'ai compris, enfin, ce qui m'a aidé à changer ça, c'était de voir qu'il y avait certaines personnes qui me regardaient quand même et pour qui ressentaient de l'impact quand même par rapport à ça. Et plein de petits déclics comme cela. Et cette notion de changer le focus, de dire arrête de te mettre sur toi, regarde ce que tu peux apporter aux gens et de voir surtout, d'avoir en tête que tu aides une personne à avancer dans sa vie, d'arrêter de voir la foule comme étant des gens qui peuvent se moquer, mais de dire si dans ce que tu as dit, malgré les critiques que tu pourrais potentiellement recevoir, les moqueries, etc., si tu as aidé une personne avec ce que tu as dit, bah, ça vaut le coup de l'avoir dit. Et en fait, j'y suis allé comme ça, étape par étape, en exposition progressive, et c'est ce qui fait que j'en suis là où j'en suis maintenant. Et voilà. Ouais, on en revient du coup à cette histoire de cerveau et de tirer les bonnes manettes, c'est-à-dire que Ouais. tu, tu prends ton cerveau, tu prends la lampe de poche et comme tu dis, tu mets le projecteur sur les autres, sur ceux que tu peux aider et pas du tout sur ceux qui te font peur, pas du tout sur l'ancien manager et tout ça. Tu te focalises sur vraiment Tu ce choisis qui va te de, donner l'envie d'avancer, l'envie de passer à l'action. c'est ça, tu choisis de voir ce qui va te nourrir. Si tu choisis de voir les moqueries, peut-être la peur du ridicule, en plus c'est un peu irrationnel, donc c'est pas des choses qui arrivent frontalement, Mm. et c'est ça qui t'empêche de passer à l'action. Mais si tu choisis de regarder ça, tu vas te nourrir de la peur uniquement. Alors que si tu choisis de te nourrir du reste, tu vas te nourrir de l'énergie que les gens vont te renvoyer parce qu'ils ont avancé grâce à toi, ils te font des feedbacks, etc. Et là, tu alimentes quelque chose de super vertueux. Ouais, non, ça fait totalement sens.
Et est-ce que tu avais un dernier Ouais, blocage mindset que tu as j'en ai un dépassé? que j'ai Vas-y. envie qui me tient à cœur vraiment parce que celui-là, il est insidieux, il est inconscient, ultra fort et il est présent chez, je sais pas, genre 80% des gens que j'accompagne. C'est la peur de réussir. Parce qu'on parle facilement de ouais, je me sens pas légitime, j'ai peur de l'échec, etc. Mais en fait, on a souvent aussi peur de réussir. C'est-à-dire, derrière ça, peut y avoir des croyances liées à l'argent, hein, du style, si jamais je gagne beaucoup d'argent, est-ce que ça va pas transformer qui je suis, me rendre égoïste, me rendre une mauvaise personne par rapport aux croyances qu'on m'a inculquées quand j'étais enfant, etc. Mais il y a aussi un autre aspect, c'est de gagner de l'argent ou de transformer mon identité fera que je serai différent des gens qui me côtoyaient avant. Donc fondamentalement, j'ai peur de m'éloigner ou de prendre une certaine place, et ce qui fait que les autres vont bouger dans cet écosystème qui était créé, qui était stable avant. Et du coup, je me refuse de bouger par rapport à ça. Et ça limite tellement, et personne ne le voit parce que tout le monde se dit, ben, j'ai pas envie de, enfin, je peux pas avoir peur de réussir parce que je veux réussir. Ben, en fait, c'est très inconscient. Et ça, il faut vraiment reprogrammer ton mental là-dessus et regarder en quoi de réussir, ça va te faire te rapprocher de tes proches, ça va te faire être encore plus qui tu es au lieu de devenir une nouvelle personne. Et là, tu transcendes tout, quoi. Moi, il y a un truc aussi que j'ai pas l'impression d'avoir eu cette peur, honnêtement. Encore une fois, peut-être qu'elle était inconsciente quelque part. Mais je pense qu'un truc qui m'a énormément aidé, c'est aussi de m'entourer de personnes qui Ouais, réussissent, justement. Parce qu'en fait, carrément. pour moi, la réussite est tellement devenue la normalité qu'il n'y avait pas de peur. Je voyais exactement à quoi ça correspondait, quelle était la vie que ça allait mener, les conséquences, etc. Et je pense plus tu es entouré de personnes qui sont là où tu aimerais être, moins tu as cette peur de l'inconnu, puisque c'est plus un inconnu. Tu côtoies les gens au quotidien, ils ont l'air normaux, il n'y a rien qu'à changer, ils sont cool, ils sont pas péteux. Enfin, tu choisis bien ton entourage, bien évidemment. Il y a de tout parmi les gens qui réussissent. Mais si tu choisis des gens qui réussissent de la manière dont tu veux réussir, je pense que ça t'enlève aussi une partie de ces peurs de l'inconnu finalement. Et un truc qu'on peut rajouter là-dessus, que j'ai envie de dire par rapport à ce que tu dis, c'est hyper intéressant et c'est tellement vrai. Et de s'entourer, ça change tout. Parce que déjà, l'environnement, c'est vraiment ce qui va créer le plus de changements, le plus d'impact sur nous, sans qu'on s'en rende compte. Avant même nos propres actions et avant même notre propre façon de penser. L'environnement, on est imbibé là-dedans et du coup, ça transparaît sur nous. Moi, ça m'a fait transcender la peur de déranger et la peur de prospecter. Parce que quand tu étais salarié, on t'a jamais appris à prospecter ou quoi, on t'a jamais dit que c'était normal. Et d'être entouré de gens qui le font tous les jours, je me suis dit, c'est moi qui ne le fais pas, qui suis pas normal. Et ça m'a comme adouci cette vision-là. Et je me suis mis à prospecter, mais une prospection que j'appelle une connexion humaine, hein. Pas du tout un truc en mode marchand de tapis à pousser un truc agressif, mais plutôt une connexion avec les gens. Et c'est vraiment le fait d'être dans un entourage de gens qui font tous ça qui m'a fait banaliser les actions que je mettais en place, qui étaient efficaces. Et du coup, j'y allais beaucoup plus. Ça a transformé ma vie aussi. C'est marrant parce que moi, la prospection, ce qui m'a fait le shift, c'est en fait de moi-même me faire prospecter et d'acheter par prospection. Oui, Ah, parce que tu vois, au début, je me disais, mais je vais pas prospecter, Alexandra. Ça saoule tout le monde. Qui est-ce qui achète avec de la prospection? Souvent, jusqu'ici, en fait, j'avais souvent eu des messages de prospection mauvais, quoi, qui cherchaient pas à créer justement une relation, qui était juste, tu fais quoi? Tu vas acheter mon truc, qui fait que ça donne une image négative. Et le jour où j'ai réalisé que j'avais acheté, je sais plus quel accompagnement, basé sur de la prospection, que l'origine, justement, c'était vraiment un message de coucou Alexandra, ça va, quoi. Je me suis fait, ah ouais, mais en fait, la prospection, si elle est bien faite, c'est juste un lien humain de personne à personne qui, carrément. bah, si la personne en face, tu peux lui résoudre son problème, bah, elle sera ravie, quoi. Elle se dira pas, oh mince, c'est elle qui est venue me chercher, alors je ne vais pas acheter. Ouais. Non, si vraiment Tu lui dis t'es même sympa, merci, que quoi. la confiance elle passe et que la personne elle a une solution, comme tu dis, tu lui dis même merci, quoi. Merci d'être venu me chercher parce que c'est vrai que je serais passé à côté de ça et ça et ça. Donc c'est vrai que la prospection c'est un sacré sujet quand on est dans l'entrepreneuriat. On en fait toute une histoire, alors que, encore une fois, comme tu l'as dit, si elle est bien faite, si c'est vraiment dans l'objectif de créer un lien, etc., elle peut apporter énormément et même plus de positif que de négatif à la personne à qui tu vas oser prendre le premier contact. Carrément. Carrément, 100% d'accord. Simon, je sais pas, je crois que tu n'avais plus de blocage ma tête, ou t'en avais encore Non, un. on a fait le tour, Non, hein. on est déjà pas mal. Honnêtement, tu as donné énormément de valeur. C'est trop cool. J'ai adoré, moi, parler mindset avec toi.
L'épisode, enfin chaque épisode, le concept du podcast, c'est quoi? Se termine avec une question de coaching qu'on pose à nos auditeurs à méditer en marchant et en musique. Et est-ce que justement, tu aurais une question comme ça qu'on pourrait inviter nos auditeurs à se poser pour réfléchir sur leur vie, prendre des meilleures décisions, avancer? J'en ai préparé deux, parce que tu m'avais parlé de cette question, parce que je ne sais pas s'il n'y a pas des questions qui se répètent souvent. Donc, si elle a déjà été dite, la première que je vais dire, je vais en donner peut-être une deuxième. Ça donne une deuxième vision. Ma question, c'est qu'est-ce qui ferait... Enfin, c'est une question que je me dis moi quand je suis en phase de prise de décision ou de choix à prendre. Je me dis, qu'est-ce que ferait le moi de demain qui a 100% confiance en lui comme choix aujourd'hui pour atteindre mes objectifs? Eh bien, cette question n'a jamais été posée. Eh ben, alors, je ne donne pas la Et deuxième. elle est géniale. Ça, c'est ultra impactant parce qu'en fait, on sort de notre tête dans le guidon. C'est un peu de l'auto-coaching. C'est-à-dire, on n'est plus face à notre mur et notre blocage. C'est comme si quelqu'un d'autre venait et en ayant une position de prise de recul et pouvait nous dire, mais il faut que tu fasses ça. Et je le sais que ça va marcher parce que je suis toi de après. Et en fait, ça donne une confiance absolue. Et en fait, tu fais les bons choix quand tu regardes vers l'objectif vers lequel tu vas aller. Ouais, non, c'est top comme question. Je la connaissais pas. Moi, celle que je fais souvent pour moi-même, c'est j'ai deux, trois mentors virtuels. Enfin, ils savent pas que ce sont mes mentors. Tu vois, je suis la groupie. Et je me dis, mais eux, qu'est-ce qu'ils feraient à ma place? Et justement, je me mets dans leur peau de ces personnes qui sont pour cette problématique, pour moi, les meilleures personnes pour répondre à cette problématique. Et Hmm. je me dis, mais qu'est-ce qu'ils feraient à ma place? Et ça permet aussi un peu de se déconnecter. Mais j'aime bien ta version de ce moi de demain qui a plus confiance. Elle est excellente aussi parce qu'elle vient aussi creuser ce qu'on a à l'intérieur de nous. Clairement. Super. Eh bien, écoute, Simon, un grand merci à toi pour cette interview. J'espère que les auditeurs ont autant adoré que moi. Si les auditeurs veulent te retrouver, t'envoyer des petits mots doux pour te remercier pour l'épisode, où est-ce qu'on peut te retrouver? Eh ben, je suis présent que sur Insta, pratiquement. Donc, c'est Simon Bands, Simonbands, sur Instagram directement. Super. Eh ben, je mettrai les liens dans le descriptif de l'épisode et restez bien jusqu'au bout pour la question de coaching à méditer en marchant. Et Simon, je te dis à très vite. Ciao. Merci Alexandra, à plus. Avant de te plonger dans la question de coaching du jour, pense à rejoindre la plateforme d'exercice en ligne du podcast pour y retrouver les notes d'épisode, les questions de coaching et l'action à réaliser pour cheminer pas à pas vers une vie pleine de sens et d'impact. Le lien est en description de l'épisode. Et bien évidemment, si tu as aimé cet épisode et le concept du podcast, tu peux me le faire savoir en me laissant une belle note ou un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Tu peux aussi partager le podcast à une personne qui peut en avoir besoin. Et c'est parti pour tes 2 minutes de coaching et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. Bye bye! Et c'est parti pour ta question de coaching à méditer en marchant et en musique. Et aujourd'hui, c'est Simon qui te pose cette question. Qu'est-ce que ferait le toi de demain qui a 100% confiance en lui comme choix aujourd'hui pour atteindre ses objectifs? Qu'est-ce que ferait le toi de demain qui a 100% confiance en lui comme choix aujourd'hui pour atteindre tes objectifs?